Voici Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon, mesdames, messieurs. Comment ça va? Bien, et vous? Très bien, voilà, notre ami remplace Linda Hardy désormais auprès de moi dans les émissions. Comment tu le trouves? Plus court. Plus court, mais je ne parle pas intellectuellement, bien sûr. Bon, alors on y va, Olivier. Dernier week-end cette semaine, donc du Salon Nautique International de Paris. 1200 bateaux, 100 000 mètres carrés, 300 000 visiteurs. On peut dire que désormais, la mer est devenue une passion française. C'est Tabarly qui a fait découvrir la voile aux Français en 64, et donc ça fait plus de 30 ans, ça va faire 40 ans maintenant. Et je pense que ça a été en France un engouement formidable. Ouais. Il n'y a qu'à voir le succès des manifestations consacrées au vieux gréement, le succès de l'émission Thalassa sur France 3 le vendredi soir, pour s'apercevoir que les Français sont vraiment accros à la mer maintenant. Puis comme c'est un petit domaine un peu de liberté encore, c'est un petit domaine dans lequel il n'y a pas trop d'intervention, de réglementation, il y a une vraie liberté. C'est le dernier ailleurs, quoi. Hein. Oui. Alors, c'est une belle formule, le dernier ailleurs, c'est pas mal ça. Encore une autre comme ça, là, qu'on fait. Voilà, mais je vais t'en faire quelques-unes si tu veux. Alors toi, de cette mer, tu es le héros. Alors, sombrero aussi, les participants de la Route du Rhum, c'est Michel Desjoyaux qui a gagné, mais la première à Pointe-à-Pitre, c'était une fille, hein, c'était Hélène MacArthur. Ouais. C'est acier, ça, non? Non, ça ne m'a pas stupéfait. Je pense que si on devait reporter les choses à valeur égale, je pense que la victoire de Florence Artaud il y a 10 ans était beaucoup plus maritimement brillante que celle d'Hélène MacArthur sur le monocoque sur cette course-là. Il faut dire un truc aussi, c'est qu'Hélène MacArthur, c'est bien la duplicité féminine, elle était partie un jour avant, quand même. Non, mais ça, c'est les organisateurs, parce que ce métier est en train de glisser dans les mains d'Havas et autres organisateurs qui sont plus des organisateurs que des gens de mer en général. Alors, série noire dans cette Route du Rhum, hein, c'est incroyable, les chiffres. Il y en a eu 19 à l'arrivée sur 68, c'est ça, non? Il y a eu des conditions météo tout à fait exceptionnelles. Qu'aucun météorologue... Au départ de la Route du Rhum, il y avait quand même la fine fleur de la météorologie française et européenne. Et personne n'avait prévu que cette dépression, qui devait avoir 40 nœuds de vent, ce qui doit faire 70 km/h, en aurait jusqu'à 180 km/h. Donc tout le monde était surpris par l'extraordinaire violence de la mer et du système météorologique ponctuel à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un mélange d'air chaud et d'air froid, une sorte de mini-tornade, pas très large, à peu près 350 km de large. Et à l'intérieur de cette tornade, il ne fallait pas aller du tout. Mais pas du tout. Il ne fallait pas donner le départ, alors? Ah non, mais ça c'est autre chose. Donner le départ en course, c'est la responsabilité du capitaine. C'est lui qui décide s'il part ou pas. C'est-à-dire que non, le départ doit être donné. C'est une des belles règles de ce sport, c'est qu'on donne le départ. Personne n'est obligé de le prendre. Et c'est le premier acte de décision de capitaine que fait un individu quand il coupe la ligne ou il la coupe pas. Mais ce qu'il fallait faire alors, c'était descendre, éviter la tornade. Il fallait rester dans l'ouest. Il ne fallait pas descendre vers le sud. Et ils sont tous plantés, les mecs, alors? Pas tous, mais beaucoup, oui. Beaucoup plantés, avec une casse, avec des chavirages. Les chavirages, c'est souvent une erreur de conduite, une malchance de conduite. Mais la rupture des bateaux, il y a eu beaucoup de dégâts. Mais il y a eu quand même beaucoup de casses. Ça avait commencé avec vous cet hiver, quand vous êtes parti sur Geronimo, vous êtes obligé de faire demi-tour. Avarie de safran. Oui, mais on casse parce que je pense qu'on fait des bateaux qui n'ont jamais été faits. Il n'y a jamais eu avant, Geronimo, un trimaran de cette taille. Donc, En plus, c'est vrai qu'on a des budgets réels, mais on n'a pas des budgets d'études. Lorsque Renault fait une voiture, il va dépenser 6 à 7 millions d'euros pour étudier la nouvelle roue, alors que nous, chaque bateau est une éprouvette. Donc, c'est vrai qu'on paie aussi les conséquences de l'éprouvette. On n'a pas toujours les moyens de nos ambitions. On en a certains, mais on ne les a pas tous. Oui, c'est des tests en réalité, en fait. C'est des tests en... Oui, le bateau est une éprouvette, donc il n'y a pas de mulet, il n'y a pas de secours. Alors, la tempête n'a pas été pour rien non plus dans la marée noire du Prestige, pétrolier à Simple-Coque, donc comme on l'a appris depuis, qui avait 26 ans, et maintenant 77 000 tonnes de brut vont s'écrouler dans la mer au rythme de 125 tonnes par jour.
énorme catastrophe écologique, d'autant plus que ce pétrole, au lieu de remonter à la surface et de pouvoir être ratissé d'une certaine façon, il reste en boule au fond de la mer. Hein. Il y a tout. Il y a des effets thermiques où ça remonte parfois, ça a l'air de redisparaître quand la température baisse. Et puis il y a, oui, c'est l'expression ni à merde et l'expression exacte pour ce qui se passe là. Il y en a pour des années là. Pas mal de temps sûrement, oui. C'est plus grave que l'Exxon Valdez, le Torrey Canyon. Oui, c'est pas le même produit pétrolier. On a l'impression, moi j'ai vu des échantillons de ce pétrole à Brest, là au Cèdre, et on a l'impression que c'est un résidu de cracking, c'est-à-dire c'est déjà le pétrole dénaturé. Ouais. Hein, le pétrole en soi est presque organique, mais là, ce déchet de pétrole est vraiment d'une grande toxicité, c'est une saloperie, c'est pur et simple. En plus, ça émulsifie avec l'eau. C'est-à-dire que vous prenez une tonne de ce pétrole, vous le mettez, comme c'est le cas, à être brassé dans l'eau de mer, il va prendre 62% d'eau. C'est-à-dire que il ne va pas falloir nettoyer une tonne de saloperie, il faut nettoyer 3 tonnes de saloperie. Sans compter le conglomérat qui se fait quand ça arrive sur la côte, où ça se mélange avec algues et autres déchets marins. Donc on va arriver à 4 tonnes. Si on a 70 000 tonnes de pétrole qui flottent, et sur ces 70 000 tonnes de pétrole, il va falloir nettoyer 210 000 tonnes de déchets. Et 210 000 tonnes, ça fait 210 km à 1 tonne par mètre. Et ça, c'est effrayant. Il y en a pour des Parce qu'en années, plus, cette masse tue tout. Il n'y a pas que ça, parce que la marée noire, c'est un petit peu la partie visible de l'iceberg. Il y a un gros problème aussi, c'est le dégazage. Il y a 26 dégazages par mois en France. Ah ouais, mais on le voit bien. L'homme transporte de plus en plus de matières qui sont nuisibles. Bonnes pour son économie, bonnes pour notre santé parfois, bonnes pour nos activités, mais qui sont nuisibles. Et sur le pétrole, l'histoire du pétrolier à double coque, c'est un vœu pieux, parce qu'un pétrolier à double coque, ça va casser comme un pétrolier à simple coque. Et en plus, quand il s'agit de déchets de cracking ou de raffinerie, ce qui a l'air d'être le cas sur le dernier naufrage, celui du Prestige, quand vous avez des déchets, vous n'avez pas envie de les mettre dans des bateaux neufs, parce que les bateaux neufs transporteraient un produit plus noble, et ainsi de suite. Donc, Ah d'accord, Et puis aussi, il faut aussi se reporter à quelque chose qui est très frappant, c'est qu'on a eu beaucoup de marées noires, on n'a pas encore la culture de marée noire. Ce que je veux dire, c'est que les pompiers, lorsqu'il y a un incident, sont capables de faire la part du feu. C'est-à-dire qu'on va abattre un immeuble, on va sacrifier un morceau de quartier pour sauver le reste de la ville. Là, on ne sait pas faire la part du feu. C'est-à-dire que moi, j'étais à Vigo, le pétrolier était à 4000 de la côte, ce qui fait 7 km. La fuite n'était pas très grande, et à ce moment-là, les autorités espagnoles ont refusé de le faire rentrer dans une baie. C'est vrai que faire rentrer dans une baie, c'était pourrir la baie pour un certain temps. Mais que la baie. Que la baie. Et surtout, ça permettait peut-être de pomper une partie directement. On serait mis à l'abri du vent, à l'abri de la mer qui était forte, parce que les vents avaient été très violents. Et à ce moment-là, on aurait peut-être pu récupérer. Tout le monde s'est opposé. Et les armateurs grecs, sur lesquels tout le monde crie aujourd'hui, et à plus ou moins juste titre, ont une formule très étonnante. Ils ont dit, on se trompe. Autrefois, le bateau en avarie avait droit au secours dans le port. Et là, il y a une telle psychose, il y a un tel malaise et une telle méconnaissance de la marée noire, dont le seul mot fait trembler tout le monde. La réalité de la marée noire, qui à l'époque était déjà mauvaise, mais pas très grave, le pétrolier se contentait de fuir, donc on pouvait récupérer. Et puis cette réaction moyenâgeuse de dire on éloigne des côtes, mais on éloigne des côtes dans un pays où le vent vous ramène tout à la côte. Donc c'est d'une incohérence totale. Et si on éloigne des côtes en remorque un bateau blessé, j'ai jamais vu une fêlure se réparer d'elle-même. Donc la fêlure ne peut qu'avec les mouvements de mer s'agrandir, donc amener la casse et amener l'épanchement du pétrole. Oui, c'est exactement comme mettre les cendres sous le tapis au lieu de balayer. C'est la même théorie. Votre formule est formidable, et ça me rassure tout d'un coup, parce que je vois à quel point je vous ai bien expliqué. Non, très bien. Alors, pourquoi il n'y a pas la même rigueur sur mer que dans les airs? Parce que quand même, les avions, c'est hyper surveillé, il y a des couloirs aériens, il y a des contrôleurs du ciel, enfin, je veux dire, ça a l'air assez organisé. Pourquoi là, sur mer, alors évidemment, comme on disait tout à l'heure, c'est le dernier ailleurs, certes, mais enfin, pour des bateaux qui font du commerce, ils n'y vont pas pour s'évader, les mecs. Non, mais d'abord parce qu'il y a quand même... il y a plus d'avions qui tombent par an que de pétroliers qui coulent. Le milieu aérien est soumis à des règles très strictes parce qu'il y a du transport de passagers. C'est vrai qu'il y a un certain laxisme. C'est-à-dire qu'un jour,
Enfin, ce jour est arrivé aujourd'hui. Il va falloir comprendre qu'on ne peut pas transporter des matières dangereuses, écologiquement parlant, n'importe comment. Ça, c'est une réalité. Que dans l'histoire des marées noires, Exxon Valdez, la plus grande marée noire, le bateau avait 3 ans. Amoco Cadiz, le bateau avait 4 ans. Donc, ce n'était pas eux des bateaux, poubelles, je sais pas quoi, mais il y avait aussi l'erreur humaine, la mauvaise décision, pas prise au bon moment. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans nos systèmes démocratiques, formidables d'ailleurs, on arrive à avoir tout à coup la brutalité de décision nécessaire devant une période de crise très courte dans laquelle on devrait passer à un autoritarisme extraordinaire et très violent. Hein. Il eût été préférable de faire rentrer ce bateau, ne fût-ce que par la force, dans une guérilla espagnole, qui aurait été pourrie, mais la seule à avoir été pourrie. À un moment donné, il faut que quelqu'un décide une décision terrible. Et une décision terrible qui va le rendre impopulaire un certain temps. Et ça, personne n'a voulu. Les élus là-bas, ils se disent non, surtout pas. Il y a un mec qui est d'accord, il y a un mec qui est d'accord, c'est Sarkozy, lui. Si on lui donnait la mer en plus de la terre, il serait ravi. Et il ferait régner l'ordre, lui. Moi, s'il fallait Sarkozy sur la mer pour plus qu'il y ait de marée noire, moi je prends Sarkozy tout de suite. Bien sûr. J'hésite pas une seconde. Tu l'as trouvé comment à la télé l'autre jour? J'ai pas regardé parce que j'étais au chantier à l'époque. C'était pas mal. Il était entre deux Chavannes et Bonaparte, tu vois, pour donner un exemple de l'émission. Parce qu'au moins, enfin peut-être, mais au moins maintenant, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de ministre de l'Intérieur. Parce qu'avant, on pouvait se demander si on en avait un. Donc, ah oui, là, il y en a. Ah oui, il y en a un, bien sûr. Alors, Olivier, c'est sérieux. Pourquoi ne prenez-vous pas la tête d'une association de défense de la mer? Voilà. Contre les pétroliers trop vieux, contre les capitaines de pétroliers trop cons, contre le dégazage n'importe où. Pourquoi ne le feriez-vous pas, puisque vous êtes l'homme de la mer en France? Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que je dois être assez lucide, sans doute. Et je ne crois pas beaucoup dans le blabla, moi. C'est pas du blabla, c'est d'obliger. Il ne faut pas faire une association, il faut faire une règle. C'est-à-dire, vous ne passez pas, point final. C'est-à-dire qu'on prend la liste des bateaux existants dans le monde, elle existe, il y a des registres. Tel ou tel ou tel bateau, vous ne franchissez pas telle latitude. Voilà, c'est tout. Mais ça, il faut qu'il y ait une loi pour ça. Ah oui, mais justement. Pour faire voter la loi. C'est là qu'on s'embrouille. L'autre jour, il y avait une commissaire européenne, charmante au demeurant, pas stupide de plus, qui expliquait qu'elle allait faire des lois. Mais comme les lois, tout le monde s'en fout, elles ne sont jamais respectées. Attendez, elles ne sont pas respectées. 80% des lois ne sont pas respectées, vous rigolez. Donc, une loi, non, il faut dire, voilà, nous, Français, Espagnols, on a décidé que cette liste-là ne pénètre pas au-delà de notre côte. Et si jamais ils se pointent, on envoie nos bateaux de guerre et on capture tout le monde et on les met en prison. Alors là, on aura peut-être des choses différentes. Mais avant, si on refait encore du texte et de loi... Vous savez, vous avez, dans notre Europe essentiellement juridique, où on pond du papier, des lois tous les quarts d'heure, à un moment donné, il faut se porter aux réalités. Et c'est pas au bord de la plage, avec votre texte de loi bondi vers la marée noire, que vous allez l'arrêter. Il y a une autre solution, c'est que vous deveniez un corsaire, c'est-à-dire au service de la France, avec un bateau, avec des petits canons tout autour du bateau. Mais non, mais le pétrolier est un maître chanteur formidable. Si vous le tirez dessus, vous faites la marée noire que vous craignez. C'est-à-dire que... Non, mais je pense que c'est dans l'anticipation. C'est vraiment prendre la décision de ne pas faire circuler ces produits n'importe quand et n'importe comment avec n'importe qui. Ça demande une plus haute surveillance que celle qu'il y a actuellement. Il faudrait peut-être avoir un corps de garde-côte, mais ça, parce que nous, on a, à se mêler de la mer, on a la gendarmerie, la douane, la marine nationale, les hospitaliers sauveteurs bretons devenus SNSM aujourd'hui. On a je ne sais pas combien de corps, donc il n'y a personne qui dit on fait ça, on fait pas ça. Mais alors, pourquoi pas des garde-côtes? Parce que la douane ne veut pas abandonner ses privilèges maritimes, que la gendarmerie ne veut pas abandonner ses privilèges maritimes, que personne ne veut abandonner ses privilèges maritimes. Puis un corps de garde-côte, c'est aussi une culture. Et en fait, à la décharge de nos institutions, on n'a pas de culture de marée noire. On en a eu 2 effets catastrophiques, 3 presque avec les agneaux. On n'a pas de culture de marée noire. Ça va venir, hein. Ils se donnent du mal, les mecs. Je pense qu'elle commence. Elle commence à être faite. Et à ce moment-là, je pense qu'on gérera mieux. Mais tout est très lent. L'ennui, c'est que c'est très spectaculaire, très dévastateur et très nuisible. C'est-à-dire que le coût réel d'une marée noire est beaucoup plus cher que le coût que pourrait nous faire le monde entier en procès parce qu'on a dévié un bateau en les menaçant. C'est là qu'on se trompe économiquement, intellectuellement et écologiquement de discours. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faudrait passer à une certaine forme de brutalité pour faire comprendre que
on n'en veut pas. Le consensus est trop lent. Ouais. Or, la plupart de nos élus, le bord de mer, connaissent rien du tout. Tant qu'on n'aura pas... Le ministre de la Marine aujourd'hui, c'est un mec qui vient du bord de mer, non? On en a un? Je sais pas. Non, on a un ministre de l'Agriculture, Ah bon, bah oui, d'accord. Oui. Et de la Pêche. Ah, il n'y a pas un ministre... Avant, il y avait un ministre de la mer, quand même, Oui, non? mais parce qu'avant, nous étions une nation maritime. En 40 ans, on a perdu les 3/4 de nos bateaux. L'ensemble, d'ailleurs, c'est le cas de toutes les sociétés évoluées, c'est-à-dire que le transport maritime, à cause de son coût, est de plus en plus... Non, c'est pas plus une affaire, mais il est de plus en plus délégué aux pays pauvres, parce que les pays pauvres ont des équipages, et que moi j'ai vu des bateaux dans lesquels les équipages n'osaient pas aller à terre, de peur de perdre leur job. Oui, on se plaint beaucoup des pavillons de complaisance, parce qu'ils peuvent engager sur leur bateau des Philippins ou des gens pas chers, etc. Enfin, en France, au Kerguelen, on donne des autorisations qui sont comparables à celles du Liberia, par exemple. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus que actuellement, sur je ne sais pas quel bateau de port de pêche français, l'ensemble de l'équipage est polonais, quoi. Ouais. Les gens ne veulent plus aller naviguer. Ce métier est trop dur, la pêche est trop dure. Ben vous me faites mon enchaînement, parce que vous voulez aller naviguer. Je suis content de faire votre enchaînement. Donc vous partez pour le trophée Jules Verne. Alors Perron, il a mis combien de temps, lui? Perron, il a mis 64 jours. Ouais. Et vous voulez faire 60, quoi? Non, enfin, je veux faire mieux. C'est pas le tout de parler. Moi, je suis de ceux qui préfèrent agir, et on en parlera après, quoi. Mais on fera tout pour faire moins.